Josephine. I won't leave you waiting in between. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 52 de la saison 3 du podcast Les enfants vont bien. Quand l'histoire de la vie amène à raconter l'histoire d'une vie. C'est l'histoire d'Alma et de ses mamans. Cette histoire qui n'existe pas dans les livres et qu'Alma a très vite compris. Son histoire est différente. Elle n'est pas pareille que celle que ses mamans lui lisent. Alors Camille et Aurélie ont raturé un paquet d'albums pour enfants, ont reformulé un paquet de répliques. Et puis Camille en a eu assez. Parce que oui, la vie d'Alma est extraordinaire. Et si personne ne souhaite raconter l'extraordinaire, alors Camille va le faire. De la conception d'Alma, qui, vous pourrez le découvrir, a été plus qu'engageante, est née 2 bébés. Alma, évidemment, et Bambadam Édition. Camille a pour ambition de raconter dans un album personnalisé l'histoire de la naissance de chaque enfant, et particulièrement de ceux qui ne la trouvent pas dans les livres, sans exclure. Dans cet épisode, Camille vous raconte avant tout leur histoire à elle, cette histoire extraordinaire qui les a conduites, Aurélie et elle, à se lancer dans un projet de parentalité, qui les a poussés jusque dans des retranchements insoupçonnés, qui les a renforcés en tant que couple. Il leur aura fallu 5 ans pour rencontrer Alma, et c'est avec une belle philosophie qu'elles ont admis que c'était le temps nécessaire à cette rencontre d'une vie. Je vous laisse découvrir cette famille qui m'a transportée et que j'ai souhaité vous faire découvrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Camille. Salut Constance. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement. Merci à toi. Je t'avais contacté pas du tout dans cet esprit-là initialement, et franchement, je me suis dit, mais il faut que j'enregistre avec toi, c'est évident. Initialement, je t'avais contacté par le biais du collectif Famille. On va en parler juste après, hein, bien sûr, mais par rapport à ta maison d'édition. Et justement, est-ce que tu peux commencer par te présenter, me présenter ta famille et me présenter ton projet? Alors moi je suis Camille, j'ai 33 ans, je vis à Paris, je suis mariée avec Aurélie, donc on est ensemble depuis 12 ans et on a une petite fille qui s'appelle Alma et qui a 3 ans. Et je suis en train donc de fonder Bambadam, qui est un projet de livre personnalisé qui raconte l'histoire de la naissance de chaque enfant et particulièrement pour tous les enfants qui ont une histoire extraordinaire. Exact. Et franchement, je pense que ça manque. Hein. On n'a pas très peu. Alors déjà, des livres personnalisés, t'en as pas vraiment. T'as souvent des livres où on change le prénom, mais pas de livres vraiment personnalisés. Et dans nos familles, on a tellement peu de représentation, même si ça commence à arriver, on a tellement peu de représentation que... Welcome. Ouais, c'est ça. Non, mais il y a des livres personnalisés effectivement au prénom et à la tête de l'enfant et ça suit la même trame et c'est un récit fictif. Mais on ne s'est jamais intéressé à la vraie histoire de l'enfant et encore moins de manière inclusive, en incluant tous les types de familles et toutes les histoires et même la PMA et en faisant que chaque histoire devienne normale et extraordinaire sans avoir à raturer des choses et je trouve ça très important pour fonder la société inclusive dont on rêve. Ouais, sans avoir à raturer. Si tu savais le nombre de bouquins que j'ai raturés, j'ai barré. Ouais, je sais, c'est un quotidien. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si on regarde dans les librairies la taille des rayons de livres pour enfants par rapport à la taille des rayons de livres pour enfants inclusifs, déjà faut les chercher, il n'y a pas de rayon. Et franchement, bon, voilà. Non, mais j'ai compté et ça a été effrayant. Vraiment effrayant. Ouais. Selon l'INSEE, il y a 34% des enfants qui vivent dans une famille extraordinaire, donc nucléaire. Ça fait donc
un tiers des enfants. Voilà, et il y a moins de 1% des livres qui en parlent et qui les mettent en scène, et moins de 1%, je suis vraiment gentille quand je dis 1%, parce que c'était plus 0,4, 5, 6. Voilà. Ouais, non mais c'est fou. C'est fou quand tu penses que les enfants se construisent par des représentations. Ah, complètement. Ouais. C'est... Enfin bon, parlons Ouais, de non, ton mais c'est vrai. histoire. On parlera du projet juste après. Concernant ton histoire, du coup, tu as rencontré, si je calcule bien, tu as rencontré Aurélie, tu avais 21 ans. Ouais, c'était aux États-Unis et j'avais même pas 21 ans, je m'en rappelle parce que du coup, je ne pouvais pas aller dans les bars avec tous mes copains. J'avais 20 Ah oui, ans. aux États-Unis, c'est 21. Ça, oui, oui, complètement. Alors, moi, j'aime beaucoup voyager et quand j'étais ado et depuis que je suis ado, en fait, mon rêve, c'est de partir. Ah oui. Et ouais, et quand j'ai pu faire Erasmus, alors je l'ai fait. Et après Erasmus en Espagne, pendant 1 an, je voulais vraiment, vraiment pas rentrer. Donc j'ai trouvé une école aux États-Unis, une école primaire d'immersion française qui prend chaque année une vingtaine de stagiaires français qui veulent se diriger vers l'enseignement. Donc là, tu comprends qu'à l'époque, c'était Ouais, c'était ton ce que je projet. voulais faire. Voilà, c'était un projet. J'adorais transmettre aux enfants. Enfin, je m'éloigne pas trop, mais voilà. Donc, je me dirigeais vers l'enseignement primaire et j'ai été catapultée dans cette expérience incroyable. Donc, tu prends 20 Français qui passent une année aux États-Unis, dans le Minnesota. Donc, on en parlera après. C'était peut-être pas très judicieux de prendre l'État homophobe. C'est-à-dire que voilà, le Minnesota, comment dire. Voilà, mais c'est ce qui s'est passé. Et on était donc catapultés là-bas, chacun dans une classe. Moi, j'étais en CP. Wow. Aurélie était en CE2 et on était Ah, avec elle était donc dans les stagiaires. Oui. Et elle était donc on était avec un ou une prof américaine et nous on était là pour parler le vrai français parce que bon ouais, t'imagines bien que sinon ça c'est un peu nimp et ça peut c'est souvent du québécois voilà donc nous on était là pour amener la vraie langue, les vraies expressions et apprendre le programme américain aux enfants mais en français. Donc c'était génial, on était dans des familles 2 fois 6 mois, donc une fois une famille et après en janvier une autre famille et on faisait plein de choses ensemble, on était amenés à voyager toute l'année et c'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré Aurélie fin août au début de l'aventure et on s'est mis ensemble 1 mois plus tard. Wow. Ah oui, ça a été. Ah oui, ça a été très rapide Ouais. et à la fois compliqué parce qu'il fallait se cacher tout le temps. C'était pas du tout bien vu, l'homosexualité, travailler avec des enfants, il y avait Ah voilà. oui, punaise, oui, t'avais le double combo, quoi. Ouais, c'était pas du tout simple. Alors moi, c'était pas une période où je l'acceptais très facilement. J'ai fait un long chemin depuis, mais cette période-là, c'était pas encore acquis et ça Ouais, m'a pas forcément aidée, tu vois. bien Et sûr. puis manque de peau, la famille dans laquelle j'étais, la première, était homophobe. Dommage. Voilà. Ouais. Et Bon, après, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Hein. Je veux dire, t'avais un risque important de tomber dans une famille homophobe. ça m'a pas mise à l'aise, quoi. Tu vois. Bah non. Donc on se cachait. Après, j'avais le droit d'amener des copines à la maison, mais pas des copains. Donc c'était tant mieux, voilà. Mais ça restait compliqué. Mhm. Et il faut savoir que dans le Minnesota, donc très grande route, très grande ville, pas de trottoir, on pouvait rien faire seul. Donc il y avait 2 Françaises qui avaient les joues brûlées sous moins 20 degrés. C'était nous parce qu'on essayait de se retrouver en cachette en marchant 40 minutes dans le froid Oh là là. sur les routes. Ouais, vous avez pris On des s'en risques. retrouvait. Ouais, mais tu vois, c'est vraiment une histoire rigolote aussi parce qu'on se laissait des mots codés dans nos casiers américains pour se donner des petits mots doux. Voilà. Donc notre histoire a commencé comme ça et on en a profité pour voyager. On a fait 15 jours de voyage en train dans tous les États-Unis avec les Amish. On a été voyager partout. Euh, C'était un beau début, quoi, comme une bulle Ouais. pendant 1 an ensemble. Et on est rentrés ensemble en France. Donc, faut savoir qu'Aurélie est comme moi, elle voyage tout le temps. Et avant les États-Unis, elle avait passé 2 ans en Espagne. Et elle Ah oui, avait c'est marrant. eu à peu près le même parcours que moi, en parallèle. Et on est rentrés ensemble, du coup, on s'est débrouillé pour avoir un projet dans la même ville. Donc, elle, l'UFM et moi, un master de communication pour la jeunesse Mhm. à Bordeaux. Et on est rentrés ensemble et on s'est plus quittés. Et on À a habité Bordeaux. ensemble tout de Ok. suite à Bordeaux. Du coup, vous avez fait vos études sur Bordeaux. Enfin, fini vos études sur Bordeaux. C'est ça, on a fini sur Bordeaux et elle m'a dit je vais partout, là où tu veux, sauf à Paris. Devine où Alors on est. attends, où habitez-vous déjà? À Paris. Bah oui, alors Raté. raté. Mais ça va, on est heureuse à Paris. Ça En fait fait, combien de temps que vous êtes à Paris? ça fait 8 ans, 9 ans. Ouais. Ah oui, oui. Parce que moi, mon rêve, c'était de travailler dans la presse et l'édition jeunesse. Et j'ai beaucoup cherché, hein. Pourtant, j'étais déterminée, mais
vers Bordeaux, Toulouse. C'était très compliqué. Mine de rien. Et je me suis rendu compte que, enfin, il y avait un choix à faire, quoi. Soit on reste à Bordeaux ou ailleurs et je change un peu de voie, soit je réalise vraiment mon rêve et j'y vais. Et j'y suis allée. Et Aurélie était d'accord pour ça. Hein, je l'ai pas Oui, forcé, mais tu l'as pas traîné. donc elle a passé le concours. Non, je l'ai pas traîné. Et puis voilà, elle a passé le concours à Paris, elle l'a eu avec brio, et et moi j'ai fait 2 stages super à Paris. Et ça s'est fait très vite en fait. Elle a eu le concours, moi on a cherché un appart, on a galéré, on n'avait pas de job, tu vois. Mais Bah ouais, le Paris, quoi. proprio a eu raison de nous faire confiance parce que le jour où j'ai signé le bail, j'ai signé mon contrat chez Albin Michel. Ouais, C'est-à-dire que au 15 jours contraire. après la fin de mon master, j'ai trouvé un emploi chez Albin Michel, aux éditions Albin Michel, et c'était trop fou, quoi. Ouais. Et j'y suis restée 8 ans. Et j'ai quitté mon job l'année dernière pour créer ce projet de livre qui me tenait à cœur et mettre plus de sens dans mon travail, voilà, et me lancer dans l'entrepreneuriat. En même temps, avec le background Albin Michel, je pense que tu prends pas un gros risque si jamais tu dois retrouver quelque chose à un moment donné. Oui, et puis l'entrepreneuriat, ça apprend tellement de choses en un an, Oui. c'est tellement riche que je, Ah tout ben va bien. clairement, hein, ça, on touche à tout, à tout. Ouais, Au moins on est débrouille, hein. ça. Et alors du coup, parce que ok, vous avez tout de suite, donc vous êtes rentré sur Bordeaux, vous avez ensuite basculé sur Paris, 2-3 ans après, quoi, enfin hyper rapidement. Ouais. Mmh. Est-ce que vous aviez évoqué, enfin, est-ce que toi, tu avais avancé dans ton acceptation de ton homosexualité et suffisamment pour réfléchir à la parentalité? Alors, je pense que c'était, elle et moi, on était d'accord, c'était tacite, quoi. On aimait tellement les enfants, Oui, c'est vrai. qu'on savait qu'on en voulait, c'était très clair, Mmh. et on savait que ça allait être compliqué aussi. On voyait de loin les moyens, donc on savait que c'était possible, complexe mais possible. Donc voilà, on avançait comme ça. Et petit à petit, j'ai accepté le fait voilà, de grandir, de changer de ville, d'en parler. Et ce qui m'a beaucoup aidée, enfin un peu avant, je l'acceptais bien, mais c'est le mariage. En fait, pour faire ce projet, pour aller jusqu'au bout de ce projet de parentalité, il fallait se marier pour après que Aurélie ou moi, peu importe, en fonction de qui porterait l'enfant, puisse adopter l'enfant de l'autre. Et c'était vraiment pour moi Un point d'étape. voilà, un point d'étape important qui me bloquait un peu parce que c'est pas rien. Je voulais pas faire un mariage, un petit mariage, un petit truc, voilà. Donc il y avait ça dans le coin de ma tête et ça me saoulait un peu. Je t'avoue qu'au début, cette étape-là, ça coinçait, ça grippait. Et je me suis prise au jeu, beaucoup, énormément. On était 160 au mariage, pour te dire à Oui. quel point je me suis prise au jeu. J'ai adoré organiser ce mariage, vraiment renverser tous les stéréotypes, tout remanier, que les gens soient dans un truc un peu marcher sur du coton, quoi. Et on les a mis dans un univers. Bon courage à eux, tu vois, parce qu'à chaque fois qu'on me disait un truc que je trouve absurde, enfin un stéréotype ou une remarque déplacée, j'en jouais. Donc on nous a dit qui va s'habiller en homme. J'ai dit alors toi ma petite mère, il y aura que des robes, tu vois. Que des choses comme ça. Donc j'ai remanié pour que les gens comprennent, voient, acceptent qu'on était un couple comme les autres et qu'ils pouvaient pas comparer avec le modèle hétéro, hétérosexuel. Et c'était vraiment une journée pleine d'émotions qui a fait donc changer les choses. Il y a des gens qui se sont rendus compte qu'on était un couple lambda. Bon, il y a des gens qui sont pas venus, qu'on a perdu. Mais bon, il y a toujours, je pense, un Oui, pourcentage de pertes. c'est ça. Mais tu vois, c'était marrant parce que même nos parents qui se sont rencontrés à ce moment-là, on s'était rencontrés un peu avant, mais bon, c'est le Oui. moment où on se parle un Ils peu ont plus. échangé vraiment? Oui, j'avais organisé une cérémonie laïque sous une grande halle, c'était très beau, avec l'entrée des Beatles, tu vois, c'était trop cool. Ouais, c'est beau. Et c'est eux qui ont eu l'idée, parce que nous, on voulait arriver main dans la main et qu'eux arrivent avant. Et ils ont eu l'idée d'arriver les deux mamans bras dessus bras dessous, les deux papas bras dessus bras dessous, et nous. Tu vois, et Oh! symboliquement, c'était très fort. Ouais. Et quand les gens ont vu les deux mamans arriver, ils se sont dit, ah, c'est mignon, chacune va arriver au bras de son père. Pas du tout. Non, non. Alors là, et quand ils ont vu les deux papas bras dessus bras dessous, alors là, ça a Ça cassé a quelque posé les chose et choses, quoi, ouais. enclenché quelque chose. Ouais. C'était beau. Ouais, C'était tu beau. m'étonnes. On a été vraiment, on a eu
plein de cadeaux, on a eu beaucoup de mots. Ça a été fondateur, en fait. C'était important de faire ça. Et ça nous installait comme une vraie famille. C'est horrible à Oui, dire, c'est parce ça. que pour nous, C'était le c'est point de... Ouais. psychologique, mais pas pour eux, tu vois, plein de remarques. Voilà, faut accepter aussi plein de remarques. Et quand j'y pense aujourd'hui, je réagirais plus pareil, tu vois. L'esthéticienne la veille qui dit: mais pourquoi voulez-vous marier, vous? Tu vois, le pack, ça vous suffit pas? Tu vois ça? Aujourd'hui, je dirais: et pourquoi vous êtes mariés, vous? Voilà. Mais Ouais. à l'époque, j'ai dit Je crois qu'on reste tous des fois un peu cons, ouais. pardonne-moi, mais on reste tous des fois cons devant des remarques débiles. Enfin, tu vois, Ouais. genre bloqués, quoi. Pardon. Donc aujourd'hui, ça va mieux, les remarques comme ça, j'y arrive, tu vois. Mais donc c'est un chemin. Ouais. C'est vraiment un chemin, et tout ça pour dire que le mariage a été important, autant pour la vision des autres de notre couple et notre couple. Et ça nous a comme donné l'autorisation, du coup, d'être une famille comme les autres et de pouvoir enclencher ce mariage, déjà parce qu'on était ce projet de parentalité, parce qu'on était mariés, donc il y avait plus ce problème-là. Et voilà, parce que ça se Ouais. statuait, quoi. Mais c'est vrai que souvent, c'est la suite logique du mariage, et même si t'es... Alors, des fois, le mariage, il choque, tu vois. Les gens, ils se disent, mais pourquoi tu te maries? Par contre, une fois que t'es marié, la question suivante, c'est, vous faites quand des enfants? Quel que soit le couple, je pense, c'est à quand les enfants? Et ça peut être hyper intrusif pour certaines personnes, ce que je comprends complètement, surtout s'il n'y a pas de désir d'enfant, parce que le mariage, enfin, ne veut pas dire enfant. Ils font une famille de 2 personnes. Après, la famille s'agrandit ou pas, mais ils font une famille de 2 personnes. Et à la fois, quelque part, en fait, enfin, ça prouve que c'est universel. C'est vraiment c'est la question universelle qui suit le mariage, c'est à quand les enfants? Après, je trouve que quand c'est dans un couple homo, ils sont un peu plus gênés. Donc, soit vraiment ils mettent les 2 pieds dans le plat et ils y vont, soit ils se retiennent, même si ça brûle la bouche, on le sent. C'est ça. C'est quand même latent. Ouais. Donc, après ce mariage, on a enclenché tout doucement cette idée de faire un enfant. Mais alors moi, j'avais une colère, en fait, une colère contre le monde, que ça soit pas si simple que les autres. Voilà, je me disais, ah là là, mais je voyais une énorme montagne, mais très très haute. Et j'avais l'impression d'être au pied et je voyais pas tout à fait les marches, quoi. Donc, ça me faisait très peur. C'était dur, je savais pas où j'allais. Et donc, voilà, on a beaucoup parlé. On a pris contact avec la PGL, qui est l'association des parents gays et lesbiens, à Paris, un jeudi soir, une réunion presque clandestine. À la fin, on a cette impression-là en début de parcours, c'est dingue, hein. Même maintenant, quoi. Étonnant, mais à 20h, ils ont tiré les rideaux, ils ont dit si la presse dans la salle sortait, avec plein de couples. Je me suis dit, c'est fou, mais genre, vraiment, je retiens de cette soirée un truc assez fou, comme si la force de l'amour, tu vois, pouvait faire des choses incroyables et que c'était plus fort que tout, que les lois, que la morale, que voilà, tout ça, la morale collective. Et c'était assez fou. Et je me souviens de tous ces couples qui se sont levés, ces couples où ces personnes, parce qu'il y en avait qui étaient à plus que 2, ou même des femmes seules. Donc c'était vraiment fou, ils se levaient pour expliquer leur projet. Donc là, ce jour-là, j'ai découvert la coparentalité, les problèmes que ça pouvait poser si t'avais pas adopté l'enfant, tout ça. Et on a été mis dans des groupes de parole de femmes qui faisaient comme nous, et on s'est suivis plusieurs années comme ça, à avancer ensemble et à savoir où aller en fonction de ce qu'on voulait, de quelle particularité, de ce qui était important pour nous, parce qu'en fait il y a autant de parcours que de personnes, c'est en fonction de notre histoire, de ce que l'on veut, il n'y a pas de bon chemin tracé, quoi. Donc c'est plus compliqué. En fait, les couples hétéros se posent pas toutes ces questions. Oui, Et là, ça me faisait peur. Ça fait vraiment beaucoup de questions d'un coup. En même temps, au moins, après, t'es prêt, quoi. T'es prêt. c'est ça. Tu sais quel choix tu vas faire. C'est Ouais, déjà ça. ouais. Mais et vous en aviez fait, vous, des choix déjà avant cette réunion? Vous aviez déjà des idées précises de ce que vous vouliez, ou pas du tout, et c'est cette réunion qui a On avait des tracé le idées, truc? un peu. Et après, ça s'est affiné en fonction de ce qu'on nous a dit, parce que toutes ces questions de donneur, semi-anonyme, anonyme, je comprenais pas vraiment. Mais avant, on était sûr d'une chose, c'est qu'on voulait faire un enfant à 2 et pas à 3. Voilà. Oui. On voulait pas laisser une place très importante
au donneur, c'est-à-dire pas le connaître, pas qu'il soit dans nos vies et que ça soit vraiment à deux. Donc ça, c'était sûr. Et je pense que commençait quand même à émerger le fait qu'on voulait que ce soit un donneur au moins semi-anonyme. Pour nous deux, c'était très important de pas fermer la porte. La question des origines est importante. Et X, c'était presque un non, quoi. Vraiment, ça nous bloquait, mais on savait pas trop comment, où aller, tout ça. Donc on avait ça, c'était très flou. Et parler avec toutes ces personnes, faire ce cheminement était très important, très long hein, et important. Et ça nous a permis de statuer notre projet à nous. Voilà, donc on a choisi la Belgique pour des questions pratiques, parce qu'il y avait aussi le Danemark, il y avait d'autres endroits. Donc la Belgique, on a choisi Gand parce qu'il y avait moins d'attentes, ça se comptait en mois, alors que Bruxelles, ça se comptait en années. Et on s'est débrouillé pour avoir une voiture, donc on a toujours eu une voiture pour ce parcours. Et on y allait en voiture, on mettait, je sais plus, 3-4 heures. Je sais qu'on partait à 6h30 du matin, 5h. Et donc ça, voilà, on a statué ça. Dans cette clinique-là, ils étaient pas à fond, au moins dès le début, hormones, stimulation à fond. Ils laissaient le cycle naturel au début, chance au corps, qui sait. Et ça, je trouvais ça chouette par rapport à l'Espagne. Bon, après, c'est peut-être pas les mêmes résultats, mais bon, cette stimulation est quand même beaucoup plus forte. Ouais. Donc on a choisi cette clinique pour ça et c'était un donneur. Je crois qu'aujourd'hui c'est plus possible. Je sais, faudrait s'enseigner, mais un donneur danois qui faisait venir parce que en Belgique la réglementation est autre et le donneur est forcément anonyme. Donc on faisait venir des paillettes de sperme du Danemark avec un donneur semi-anonyme qu'ils avaient choisi en fonction des caractéristiques physiques de la personne de la maman qui n'allait pas porter, qui en l'occurrence au début était moi. D'accord. Voilà. on va en arriver là. Oui, effectivement, pour en revenir à la réglementation belge, je crois pouvoir dire que maintenant, les donneurs sont tous anonymes. Il n'y a plus de possibilité de faire venir des donneurs semi-anonymes. C'est hyper récent. Je crois que ça date d'il y a moins de 2 ans. Donc voilà. Et donc la maman porteuse était Aurélie. Ok. En fait, l'idée de départ, c'était d'avoir 2 enfants, un enfant d'Aurélie, un enfant porté par Aurélie et un enfant porté par moi, avec le même donneur. Voilà, ça c'était l'idée. Pourquoi Aurélie en premier? Parce qu'elle avait plus envie. Moi, à l'époque, je voulais bien un enfant dans mes bras, mais dans mon ventre, c'était pas obligé tout de suite. Enfin, qu'Aurélie commence ne me perturbait pas du tout. Elle était un petit peu plus âgée. Voilà, ça s'est fait comme ça. On a commencé par Aurélie. Et alors, comment? Parce que donc, du coup, vous avez choisi le donneur semi-anonyme. Vous aviez l'idée du donneur semi-anonyme. Vous aviez l'idée, vous aviez la clinique. Ouais. Donc vous saviez qui allait porter. Comment ça s'est lancé avec Gand? Et je crois qu'au niveau choix, vous aviez déjà pas mal avancé sur beaucoup de choses. Ouais, on était pas mal calés. Après, fallait comprendre comment ça fonctionnait, la procédure à Gand. Donc on a eu un premier rendez-vous, ça s'est fait rapidement, hein, en février, je crois. On est parti pendant des vacances, on est resté quelques jours à Gand, histoire de bien goûter les gaufres et la bière locale. Nous, c'était plus la bière. Tout ce qu'on aimait là-bas. Donc on a découvert Gand, qui est une super ville, et on était super contents d'avoir choisi Gand pour ça aussi. Enfin, c'est chouette. Et là, on a eu un rendez-vous avec les médecins, on a eu un rendez-vous avec le psychologue, et c'était lancé en fait, ça s'est lancé vite, et on a commandé les paillettes. Et dès réception des paillettes, c'est-à-dire 2 mois plus tard, on a pu commencer la première insémination. Donc c'était sans stim. Au début, vraiment, il laissait le corps faire. C'était juste avec des tests d'ovulation. Et on faisait le test d'ovulation. S'il était positif, on y allait le lendemain et on appelait sur la route pour dire on arrive. Il décongelait les paillettes et c'était parti, quoi. Ah oui, c'est vraiment... voilà. C'est pas très protocolaire, on va dire. C'était comme ça. Voilà, c'est assez simple. Et du coup, c'est vous qui commandiez les paillettes ou c'est eux? Non, c'est eux. Ils ont fait... On avait commandé 6. Ils disaient en général, un bébé, c'est en 6 fois. Prenez-en 6. Donc on avait pris 6 paillettes d'un donneur. Et on était partis pour cette aventure. Aurélie était persuadée qu'au bout de la deuxième fois, ça marcherait.
Et on était vraiment très positifs, très enjoués. Voilà, c'était fou, quoi. Et on Ouais. avait dit à nos familles, nos amis, ils savaient qu'on faisait ça. C'était quand même assez impliquant. J'en avais parlé à mon travail parce que bon, partir du jour au lendemain peut être complexe. Et puis comme c'était pas moi qui faisais, c'était peut-être un peu plus facile d'en parler. Mais donc voilà, il y a tout ça aussi qu'il faut gérer. Bien sûr. Moins ça dure longtemps, mieux c'est, quoi, quand même, parce que Bien sûr. Ça a été accueilli comment par ton travail? Bien, c'est toujours un peu gênant de parler de ça, puis on aimerait garder ça pour nous, quoi. Parce que tu vois, quand tu fais un essai, tout le monde te demande comment ça s'est passé, c'est pas, t'as pas vraiment envie. Mais ça reste de la bienveillance et ça s'est bien passé. D'accord. Tu disais que vous aviez dans l'idée initiale d'avoir une fratrie du même donneur. Donc, est-ce que vous aviez pu bloquer le donneur, enfin, une partie de paillettes, vous aviez anticipé ça ou pas? On avait pris 6 et avec l'idée que si ça marchait vraiment au bout de la deuxième fois, comme le pensait Aurélie, il nous en resterait 4, tu vois, pour moi. On savait pas trop, on a pensé comme ça coûte quand même très cher d'acheter des paillettes, donc on s'était dit, on commence par 6, et puis au fur et à mesure, on verra comment ça se passe, et on ajustera le tir. De toute façon, c'est ça, hein. On a juste petit à petit dans ce parcours-là. Bien sûr, bien sûr. Et c'était l'idée. Et alors, a priori? Alors, on a fait premier essai, ça a pas marché, deuxième essai, ça a pas marché. Voilà, donc la première année, il y a eu quelques positifs qui tout de suite sont devenus négatifs. Ouais, c'est ce qu'on appelle, je crois, des grossesses biochimiques, où ça fait des faux espoirs. Donc la première année, ça n'a pas marché. Et en décembre de cette première année-là, qui était en 2015, le 28 décembre, on fait le 6e essai. Ils nous disent toujours à quoi ils sont très positifs. En plus, tout va bien chez Aurélie. Elle a fait plein d'examens, tout va bien. Donc on reste très positif. Et très positif. Là, on fait le 6e essai, donc avec la dernière paillette qu'on avait, le 28 décembre, donc après Noël. On en parle à personne, c'est chouette parce que voilà, on peut ne pas le dire. On fait le réveillon comme si, tu vois, comme si elle était enceinte. Elle commence à avoir des signes, tout ça. Moi, je suis persuadée qu'elle est enceinte, mais bon, à chaque fois, je crois que j'étais un peu persuadée, donc je sais pas trop si ça compte. On a envie de le croire. On a tellement envie de le croire. Ah ouais, non, mais ouais. Et elle était enceinte. Elle était enceinte au bout de 15 jours, donc elle fait un test, elle est enceinte, prise de sang, tout va bien. Tout évolue normalement, tout est super. Donc c'est la folie, tu vois. On commence cet album photo dont on rêvait d'avoir, tu vois, de tous ces moments-là où tu l'apprends, le test de grossesse, et on est parti, quoi. On s'est dit voilà, on a tenu, c'était dur, c'était 6 essais, 1 an, mais ça a marché, quoi. Ça a payé. Donc ouais, ça a payé. Donc grand bonheur. Et puis cette naïveté de la première grossesse, tu vois, il y a une innocence géniale. Donc c'est chouette, on se sent sa cœur par-delà là-dedans, c'est génial. Et là, on fait l'écho de datation, bon, datation qui n'a de datation que le nom, parce que normalement, tu sais. Vous savez. À 6 semaines, 6 semaines de grossesse, et chez un échographiste qui est génial, qui nous a suivi vraiment tout le parcours. Et donc moi, j'avais bien lu que pendant la première écho, fallait se taire. J'aime beaucoup parler, mais enfin, voilà, il y a du silence, le professionnel regarde, examine, et voilà. Donc j'étais pas inquiète de ça. Il nous dit alors à ce stade de la grossesse, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment très petit, on va regarder ça, félicitations. T'es super excitée. Hein. Et donc là, Aurélie s'allonge et il regarde. Donc il dit rien, comme dans les livres que j'avais lus, c'était parfait. Et il dit juste cette phrase, c'est une grossesse non évolutive. Oh, voilà, il dit ça. Alors là, je m'assois. Je vois le visage d'Aurélie changer et c'est fou, quoi. Tu vois, tu te dis, tout tombe, tout ton espoir est cassé, tout s'arrête et c'est fini. Voilà. C'est fini et du coup, c'est une fausse couche, tu vois. Mais moi, dans mon esprit, dans mon imaginaire, une fausse couche, c'est le bébé est parti. Oui. Sauf que non, en fait, c'est vraiment une succession de petits moments vraiment pourris que tu vas vivre jusqu'à la délivrance, quoi, de la fin vraiment de cette fausse couche. Parce que là, il s'agissait du coup d'un œuf clair, c'est quand la fécondation a eu lieu, ça s'est bien passé, mais les cellules se sont pas développées correctement et ça a arrêté son développement et l'œuf est clair. Le corps croit
qu'il y a une grossesse, tout continue normalement. Elle avait des symptômes énormes, hein, pour son corps, elle était enceinte. Sauf qu'il n'y avait pas de bébé. Le bébé, ça n'était pas là. Et vraiment, voilà, t'imagines. Oui, je vois très très bien, surtout au bout du 6e essai, quoi. Ouais. Et puis c'était tellement bien parti, il y avait aucun signe, tout allait bien. Et en fait non. Et moi, on m'avait jamais parlé de ça. Je n'avais jamais entendu le mot œuf clair. Je ne savais pas que c'était possible. Que t'avais un bébé, t'avais pas de bébé en fait. C'était une blague. Donc c'était super difficile. Je me revois sortir de là toutes les deux, pleurant dans l'ascenseur, tu vois. Et puis il fallait prendre des décisions. Faut prendre des décisions. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et lui, il nous dit soit vous attendez que ça parte tout seul, mais ça peut partir dans 6 mois. Bah merci. Beaucoup. Soit il faut prendre rendez-vous à la clinique et voilà, ça va avoir un suivi médicamenteux ou avoir un curetage. Donc voilà, s'ensuit plein de rendez-vous, tous plus désagréables les uns que les autres. Donc on a décidé d'un curetage sous anesthésie locale. Et il faut savoir que pour les fausses couches dites précoces comme ça, moi je trouve déjà pas du tout précoce, mais au bout de 2 mois c'est hyper dur. Il n'y a pas d'arrêt de travail. Voilà, le lendemain tu retournes au travail, pompe et lop. Non mais ça c'est du délire. Comment on peut nier ce trimestre-là, quoi? Voilà. Donc en fait, ça nie la douleur. C'est comme si on te disait, c'était rien, quoi. Voilà, ça arrive tout le temps. Hop, on passe à autre chose. Et ça, c'est pire. Ça renforce vraiment ce sentiment, cette douleur intense que t'as l'impression d'être seule au monde. Moi, j'avais vraiment, dans mon cœur, j'ai perdu un bébé. Ce jour-là, j'ai perdu mon bébé. Je lui ai donné un prénom même, tu vois. C'était la promesse d'être maman dans 9 mois qui s'éteignait. Vraiment. Et on savait pas si on allait être maman en fait, tu vois. On savait pas pourquoi ça arrivait. Donc il y a eu ce curetage, en plus horrible, hyper douloureux. Vraiment, ça a été atroce. Ils m'ont même fait monter alors que normalement on n'avait pas le droit d'y aller. Mais Aurélie, dans tous ces états, c'était compliqué en fait. Vraiment très douloureux dans la tête et dans le corps et dans le cœur. Ce curetage, boulot le lendemain et la vie reprend quoi. Voilà. Et donc, très dur. Très très dur. Moi j'ai une grosse douleur en moi, un truc immense qui s'est révélé. Chacun dans le couple a sa façon de gérer la douleur. Moi je me réveillais la nuit en sanglotant. C'était dur. Oui. Je me suis fait suivre. C'est un deuil. Ouais, c'est un énorme deuil. Je me suis fait suivre, j'ai décidé de passer le cap. Je m'en vais encore à appeler une psychologue en disant ça va pas, peut-être que j'ai besoin d'aide. Je sais pas trop. Voilà. Donc on a du mal à l'admettre. Oui, ouais. Bon, on s'attend pas à ça quand on commence un parcours qui est censé donner la vie, quoi. C'est ça. Donc s'ensuit une période un peu sombre, un peu compliquée. Moi, je pleurais tout le temps. Je pense que voilà, j'étais très choquée, vraiment en dépression. C'était difficile. On a continué, on a recommencé au bout de quelques mois les essais. On a pris un nouveau donneur. On s'est dit, allez, ça se trouve, c'était pas compatible. De toute façon, on n'a plus de paillettes, donc on en reprend 6 et on prend un nouveau donneur et c'est reparti. Ça va marcher. C'était la faute à pas de chance et on y va. Et ben, ça a pas marché. Au bout de 6 fois, ça a toujours pas marché. Donc, la PMA, faut savoir que c'est extrêmement lourd. En fait, on vivait que pour ça. Et là, on avait commencé les stimulations beaucoup plus lourdes, avec des piqûres tous les jours, qu'Aurélie s'injectait, des échos tous les 2 jours, voire tous les jours. On vivait que pour ça. Et donc, quand les amis nous proposaient des choses, on disait ça passe pas. Le boulot pareil, et les réunions, je regardais sur le calendrier, tout le temps. Et quand c'est un cycle, 2 cycles, ça passe. Et tu sais pourquoi tu le fais. Mais là, ça faisait 1 an et demi, ça allait faire 2 ans. C'était long, quoi. Voilà. J'avais j'étais omnibulée par ça. Moi, vraiment, avoir un bébé, c'était devenu mon but ultime. J'avais besoin de fonder une famille. On avait commencé pour ça. On voulait créer une famille et ça devenait difficile de pas arriver à rebondir après cet épisode négatif parce que on a toujours des histoires dans l'entourage, hop, le rebond arrive 1 ou 2 mois après, et donc ça a été difficile, c'est horrible, on n'oublie pas, et ça fait partie de l'histoire, mais on rebondit. Et nous, il y avait un problème de rebond, quoi, vraiment, on s'enfonçait, ça marchait pas. Et donc, donc là, on est au 12e essai. Et Gand, ils vous ont pas proposé
d'autres solutions avant? Non, Ouais, vous êtes ils allés. étaient vraiment, très positifs parce qu'il y avait une grossesse au bout de 6 fois, donc Mmh. ça marchait. Mmh. Fallait recommencer, réessayer, il y avait aucun problème, réessayer, payer, réessayer, n'hésitez pas. Voilà. Donc au bout de la 12e essai, 2e cycle de 6 fois et on s'est mis d'accord pour faire une FIV. Voilà, pour mettre toutes les choses de notre côté, les chances de notre côté et partir en FIV. Donc c'est pas le même prix non plus, hein, on est sur plus sur un 5 000 € qu'un 1 000 € l'essai. C'est ça. Donc on est parti sur une FIV avec en grosse stimulation, une ponction qui a été compliquée parce que ça a rappelé Aurélie le curetage, donc elle a été très shootée. Du coup, c'était très drôle. Ça a fini par être très drôle. Il y avait 12 ovocytes. Voilà, on était super contentes. Il y en a 5 ou 7 qui ont été fécondés. C'était bien. C'est un peu stressant. Ils t'appellent, t'attends, ils te disent 7 fécondés. Fallait tenir encore 5 jours. C'est quand c'est au bout du 5e jour qu'ils les implantent. Donc, pendant 5 jours, tous les jours, tu dis allez-y. Tenez le coup, tenez le coup. Tenez le coup, les employants, tenez le coup. Et on y va le matin, au bout du 5e jour, on les appelle sur la route pour savoir combien il y en a, et il y en avait qu'un. Ah Qu'un ouf. de moyenne qualité. Voilà, on s'est dit tout ça pour ça. Ouais. C'est dommage, mais on y va, on est là, voilà, on continue, on reste positif. Ça se trouve, c'est le bon, il suffit d'un seul. Voilà. Oui. Ce qui est tout à fait vrai, il suffit d'un seul. Et pendant tout ce parcours, il y avait cette phrase qui me faisait du bien, c'est on va pas s'arrêter 1 minute avant le miracle, quoi. Enfin, il suffit d'une fois et voilà. Donc on y allait, on lui a parlé, on lui a dit qu'il fallait qu'il s'accroche et il s'est pas accroché. Non, Voilà. finesse. Ouais, au bout de 15 jours, il s'est pas accroché. Alors là, là c'est la déception. On est en juillet 2017, tu vois, et c'est dur. Tout le monde nous pose des questions, on répond. En plus, on fait que de dire qu'on fait une pause parce qu'on veut que les gens nous lâchent la grappe, alors qu'on fait jamais de pause en fait. Ouais. Et là, on se dit, ok, on prend un peu de recul, on arrête un petit peu et on adore les voyages. On pouvait plus là, à chaque fois, c'était compliqué de faire des voyages parce que Bah oui. il y avait toutes ces injonctions, ces rendez-vous médicaux. Voilà, notre quotidien était un peu rythmé par ça, complètement même. Donc on s'est dit, allez, stop, on va au Pérou. Allez, hop, on part au Groenland. Voilà, on fait ça 3 semaines, on va au Pérou, on se fait un super voyage, on va apprendre un peu la puissance des Incas, là, on y va. Et donc on est partis 3 semaines, ça nous a fait un bien fou, ça fait du bien de se libérer de tout ça. Et c'était vraiment super. Et pendant ce voyage, j'ai progressé, quoi, j'ai évolué, ma thérapie suivait son cours, j'avais bien avancé là-dessus, j'arrivais presque à voir les femmes enceintes, tu vois, à leur parler. On était sur une bonne évolution. Hein. Ouais. C'était pas mal. Et je commençais à me dire, peut-être que il va falloir que je commence à faire la PMA, quoi. Peut-être que ça va être à mon tour. Aurélie commençait doucement à se préparer. Alors, c'était très très dur pour elle parce que Aurélie a toujours tout réussi, elle est excellente dans tout, elle est brillante, et là, c'était parfait, tout allait bien, et ça marchait pas, quoi. Et le fait de pas savoir, parce que s'il y avait eu un problème physique, je crois que ça aurait été plus simple à accepter. Là, tout allait bien, alors pourquoi, en fait? Voilà. Donc, on a commencé doucement à tendre vers cette solution 2, et on s'est dit, OK, on fait une dernière FIV. Donc en novembre, on rentre du Pérou, on enclenche cette dernière FIV qu'on fait. C'est la FIV de la dernière chance. Et là, je crois qu'il y avait 5 fécondés. Voilà, donc pareil, 5 jours. Tu dis, vas-y, allez, vous y allez. Le 5e jour, on prend la voiture à 5h du matin. Faut appeler qu'à 8h. Donc nous, comme on partait avant l'ouverture de la clinique, on appelait sur la route. C'était mon travail d'appeler. Entre 8h et 8h30, on avait une fenêtre de tir assez limitée. Assez courte. Faut pas rater, quoi. Faut pas te perdre dans un podcast. Donc j'appelle. On était arrivé à Lille à peu près, et là la dame me dit, en plus je comprenais jamais rien, on entendait rien, parce que c'était
C'est pas en français, hein, on était Ouais. en flamand. Mais elle parlait français, mais avec un accent parfois compliqué. Et elle me dit qu'en fait, il y a aucun embryon qui a tenu et qu'on peut faire demi-tour. Il y aura pas De d'essai, quoi. transfert. Voilà, il y aura pas de transfert. Mmh. Donc voilà, c'est fini en fait. Oh là là, mais j'imagine même pas comment vous avez géré ça sur la route. Bah alors tu te gares et Oh tu bah oui. pleures. Mais ouais, bah, on s'attendait encore une fois pas du tout à ça. Et puis tu y vas avec un espoir infini, tu te prépares pour accueillir cet enfant dans les meilleures conditions. À chaque fois, c'est potentiellement le début de la vie de ton bébé, quoi. Donc Bah, bien sûr. c'est énorme. Bah c'était pas cette fois-là, en fait. Ouais. Donc ça, on a fait demi-tour à Lille et on est rentré. Et là c'est vraiment très dur. Donc il a fallu encaisser ça. Mmh. Et j'ai commencé les examens et on s'est dit que ça allait être moi. Mmh. Il nous restait, je crois qu'il restait 3 paillettes. Ouais, il restait 3 paillettes. Donc voilà, j'avais 3 chances. Ouais. Ça a été assez vite parce que il y avait pas besoin de tout refaire, les examens psy et tout. Tu vois, on était Oui, déjà oui, dans le oui. parcours. Tu vois, Mmh. on a vraiment juste switché, tac, voilà. Ouais. Et en mars 2018, j'ai fait mon premier essai. Et j'en ai parlé à personne. J'ai dit à personne que j'essayais, en fait. Tout le monde était persuadé que c'était encore Aurélie, qu'on continuait, qu'on n'en parlait pas parce que, voilà, on était discrète sur le sujet. Et voilà. Mais c'était moi. Personne ne le savait. Et au boulot, j'ai réussi à ne pas le dire parce que c'est tombé un samedi. Donc, j'étais un peu stressée. Hein, Ouais. j'étais perplexe parce que chaque jour, je me disais, bon, peut-être que là, c'est le moment de leur dire que demain, j'ai peut-être quelque chose. Et c'est tombé un samedi. Donc génial. Je fais l'essai, je savais exactement comment ça marchait. Moi, je voulais pas de stimulation. J'étais traumatisée de ce qu'avait vécu Aurélie, ces centaines de piqûres, de médicaments. Je suis pas du tout fan des piqûres. Et j'avais confiance en mon corps, en fait. Je voulais lui laisser une chance. Et voilà, j'avais la sensation qu'il fallait que je fasse 100. Mmh. Je me suis vraiment fait un programme, mais de marathonienne, tu vois. J'ai fait Tu petit préparé bambou, ton corps. ouais, j'ai fait de la méditation, j'ai fait de l'acupuncture, je me suis mise dans un mood, vraiment que pour ça. J'étais vraiment, à fond et j'étais encore suivie par ma psychologue. Donc là, on était en mars 2018, c'était la fin, de cette thérapie, mais voilà, j'étais suivie par elle. Je sentais que c'était la fin, ça allait mieux et donc je fais l'essai et là ouais, moi j'écoute beaucoup mon corps, je sens plein de choses et je sens plein de choses, tu vois. Je dis à Aurélie, je crois que je suis enceinte, donc elle est saoulée. Écoute, hein, on attend, tu me dis pas depuis 2 ans et demi. Il faut 12 essais pour tomber enceinte, alors J'avais des symptômes hyper chelous, mais j'aurais ouais. pas pu inventer, tu vois. Je savais même pas que c'était possible. J'avais soif, mais Ah Constance, oui, soif. Mais j'aurais pu mourir de soif, tu vois. c'est Et fou. j'avais jamais vu ça. Donc Mmh. des symptômes chelous comme ça, et puis mes règles qui arrivent pas. Nan. En fait, je pense que ça avait marché, mais que ça a lâché, tu vois, parce que c'était un peu bizarre et en fait j'étais pas enceinte. D'accord. Mais c'était un peu bizarre. En plus, on peut même pas mettre ça sur le dos des hormones puisque tu étais pas stimulée. Non, 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 j'étais pas Mmh. stimulée. Mais j'ai senti qu'il y avait eu un truc, tu vois. Donc le mois d'après, on recommence. J'étais dans un bon mood, ça allait. Donc on recommence, pareil, sans hormones, méditation, petit bambou, acupuncture, j'étais vraiment à fond là-dedans, j'étais bien. Et on fait l'essai, et là c'était les vacances d'avril, et Aurélie elle était trop forte parce qu'elle m'avait organisé 1 semaine de vacances sans savoir qu'on commençait les vacances, puisque ça commençait à l'insémination. Donc D'accord. c'est quand même sur Partie de un gants. niveau d'organisation assez fou. Donc elle avait plein d'Airbnb possibles et puis chaque jour elle validait les Airbnb en fonction. Et c'est tombé un samedi encore, donc j'en ai parlé à personne. Et on est parti et en fait on est parti en vacances insémination, quoi. Donc on a fait Gand et elle m'avait préparé tout un itinéraire. J'avais une carte et donc on est allé à Lille, à Dieppe, à Saint-Malo. Voilà, c'était génial, quoi. Tu vois, Mmh. j'avais rien à penser. Je me laissais porter, c'était super. Je me revois courir sur les galets de Dieppe. Voilà, on était vraiment bien et je faisais que d'y penser, Ouais. que ça. Et je Tu me peux pas faire disais, autrement. j'y pense tellement que ça marchera pas. Tu vois les Ouais. injonctions. Voilà, c'est de ta faute si ça marche pas. T'y penses tellement. Je sentais plein de choses dans mon corps. Déjà, moi, je sens
l'ovulation. Donc, je savais que le jour de l'insémination, j'ai ovulé juste après. Je me disais, c'est parfait, on y va, c'est parfait. Nickel. Ouais, super. À gauche, parfait. Petite Aurélie, injecte bien parce que c'est elle qui mettait la pipette. J'étais vas-y, va vers la gauche, là, on est bien. Et l'après-midi de l'insémination, j'ai un très grand moment de fatigue dans l'après-midi. Vraiment, on marchait dans la rue et là, je marchais à 2 à l'heure. Elle me traînait, voilà. Donc, je me suis dit que peut-être s'était passé quelque chose, tu vois. Et je sentais plein de choses dans mon corps. Donc, on va à Dieppe, on va à Saint-Malo. C'était génial, on était sur la plage à Saint-Malo. On rentre de Saint-Malo, je me vois monter dans la voiture pour rentrer, et là, je sens une douleur, quelque chose, un petit picotement, tu vois, au 5-6e jour, tu vois. Plein de choses comme ça. Je me dis, ah là là, mais moi, je crois que je suis enceinte. Vraiment, j'étais sûre. Alors, Aurélie, saoulée, arrête, vraiment arrête, juste arrête. On attend. Ça nous a enlevé la naïveté, et elle, sa façon de se protéger, c'était d'attendre. Elle ne croyait plus à ça. Au signe, ouais. Voilà, il fallait qu'elle voie une prise de sang, voire une échographie pour être sûre. Et bon, comme je suis très impatiente et insupportablement impatiente, j'avais beaucoup de tests de grossesse précoces, et au 10e jour, je fais un test et il est positif. Voilà. Raison. Et elle me dit t'es chiante et vraiment arrête tout ce truc, voilà. Et moi je voulais absolument m'inscrire au Bluet, et cette fausse joie d'Aurélie là, cette fausse couche était comme une répétition. J'avais compris qu'à Paris c'était la guerre, et que si tu voulais cette clinique là en tout cas, vraiment c'était la guerre. Donc il fallait t'inscrire très 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 vite. Et donc j'ai vite été faire un test. Voilà, je suis allée chez un médecin du sport pourri, le seul qui pouvait me prendre ce soir-là pour avoir c'était horrible. Pour avoir une prise de sang, et le mec il m'a regardé les seins, il a dit vous avez grossi de la poitrine. J'étais enfin c'est bizarre, tout est bizarre. Et tu vois, c'était drôle, mais avec le recul, il m'a dit rien, c'est votre mari qui va être content, hein. Vraiment, c'est pas une blague, ça s'est vraiment passé. Mais j'étais focus sur le papier qu'il allait me donner, faire cette prise de sang. J'ai été faire cette prise de sang et j'ai reçu les résultats au boulot. Mais en plus, faut mettre un code, tu sais plus comment taper quand t'as le truc. C'était voilà, et j'étais enceinte. J'étais enceinte et j'ai invité Aurélie le soir même à manger des crêpes dans un endroit qu'on adore. Et je lui ai donné une enveloppe. Il y avait écrit pour maman, et voilà. C'est mignon. Voilà. Et dedans, il y avait quoi? Il y avait les dedans, résultats. il y avait les résultats. Ah, tant bien. Et c'était parti, quoi. Et c'était fou. Et je me suis inscrite au Bluet. Et alors, tiens-toi bien, c'était au 11e jour. Donc, qui fait ça, tu vois? Oui, c'est ça. Qui s'inscrit au 11e jour? Normalement, tu le sais, au 15e jour. Et j'étais la 26e à m'inscrire. Oh putain. Enfin, pardon. Voilà. Attends, je vais la refaire. Tu vois, je t'avais dit. Et donc, je sais pas, je dis quoi? C'est moi qui ai dit au purée. J'avais dit oh putain. Et j'étais la 26e à m'inscrire. Non mais c'est dingue. Ouais, c'était fou. Mais j'étais inscrite, donc j'étais inscrite. Donc c'est bon, ça c'était bon. Ouais, on avait les Bluets. Et tu vois, sans la fausse couche d'Aurélie, j'aurais pas su. J'aurais jamais eu les Bluets, je pense. Ouais, tu te serais inscrite 3 mois, quoi. Ah pour Aurélie, pas 3 mois, mais au bout de 3 semaines, la gynéco nous avait dit vous êtes inscrite où? On l'avait regardé avec des yeux énormes, et elle avait fait on est quoi? Et on avait vraiment galéré. Il y avait eu un gros stress autour de ça, alors que pas là. Voilà, j'étais prête. T'étais prête. Ah ouais, j'étais prête. Et je voulais les Bluets parce que je voulais vraiment. J'avais entendu plein de choses très positives sur les Bluets. C'était pas trop médicalisé. Je voulais quelque chose je voulais écouter mon corps, et je voulais qu'Aurélie soit vraiment partie prenante, soit traitée comme un second parent, et vraiment le deuxième parent, quoi. Et ça a pas loupé, c'était super. Pendant la préparation, il parlait toujours, tu vois, il disait le papa ou la deuxième maman, tu vois, quand il voyait Aurélie. Ouais. C'était super. Donc, je suis contente d'avoir pris les Bluets pour ça. Et voilà, on a fait tout ce suivi. J'ai mon ventre qui a grossi. On était angoissés quand même. Hein. C'était la fausse couche a vraiment cassé cette fougue. Ouais, ce bonheur où tu te dis c'est que du bonheur. Alors, vraiment, cette phrase, moi, je la déteste. Voilà, on savait que une échographie, c'était pas coucou le bébé. Oui, alors qu'avant, on pouvait penser ça, tu vois. La première l'écho donc de datation, on voulait vérifier que tout allait bien.
on y allait, c'était dur, quoi. On était préparés, c'était là que ça s'était arrêté la dernière fois et on savait pas. On savait pas du tout ce qui allait se passer et on a entendu le cœur. Donc c'était super fou, voilà. Bah oui, tu m'étonnes. Ouais. Là, Aurélie, elle s'est dit waouh! Et j'ai vu dans ses yeux, tu vois, vraiment, ça Ça y est. pétillait, et elle pleurait, et on est sortis, et là, c'était vrai. Ouais. C'était vrai, et Ouais, c'était. il fallait une preuve. Ouais, là, elle a cru, elle a vu. Voilà. Donc, il y a eu la première écho, il y a eu la deuxième écho. À la deuxième écho, tout allait bien, et Aurélie a vu ce bébé, et elle a dit c'est Alma. Je suis comment ça, c'est Alma? Enfin, on avait parlé de prénoms, tu vois, de plein de prénoms, mais comment ça? Enfin, je te pas. Et elle dit mais t'as pas vu, c'est Alma. Et pour elle, c'était une évidence, quoi. Elle avait vu Alma. Ouais. Donc, Même pas une fille, un garçon, c'était Alma. alors, le docteur nous avait dit qu'il y avait de grosses chances que ça soit une fille. D'accord. Donc, une grosse chance, on s'est dit c'est une fille. Allez, On oublie la partie potentielle. aucun problème. On s'est dit à tout le monde c'était une fille. On a dit voilà. Et c'était une fille et c'était Alma. Voilà. Ah ouais, c'est fou. Voilà, la grossesse n'a pas été simple du tout. J'ai eu du diabète. Il y a eu une chance sur 100, un risque sur 100 de trisomie, avec Oui, une c'est secrétaire terrible. qui oublie de nous appeler pour nous dire que tout est OK. Et Oh, tu vois, des crises d'angoisse pendant 6 semaines de vacances ou pendant les annonces. Je me voyais déjà aller voir des assos pour me renseigner sur la trisomie 21. On a eu une grossesse sympathique. Voilà. C'était chouette. Tu m'étonnes. Mais j'étais hyper heureuse. J'ai un ventre qui a poussé très vite, mais j'avais tellement envie de cet enfant. Ça s'est vu tout de suite. Ouais. Aurélie, elle lui lisait des histoires, elle lui chantait des chansons, on s'était bougé, on écoutait son hockey. Enfin, c'était super. Et le terme était pour le 19 janvier 2019. Et on m'avait dit que c'était un gros bébé à cause du diabète. Voilà, gros bébé. Oui, c'est Donc, souvent ce qu'on dit. un mois avant, j'avais commencé l'acupuncture, je faisais tout pour que ce bébé sorte avant, tu vois. Mais Alma, on avait décidé tout à fait autrement. Elle était bien. Elle était très bien, très très bien. Et le 19 janvier arrive. Moi déjà à Noël, j'étais prête à accoucher. Non, Un peu j'avais tôt. le temps. Bah oui, Enfin, quoi que tu me diras, trop. 19 janvier, ouais. Bah voilà. Mais Alma, on a décidé autrement et le 19 janvier, rien. Voilà. Et en fait, j'ai rompu la poche des os, donc ils ont dû me déclencher. Parce que ça faisait déjà deux jours que j'avais rompu cette poche et qu'ils étaient obligés de me déclencher. Moi, je faisais un peu l'autruche, j'en pouvais plus. Ça va se passer naturellement. Enfin, ça a duré 36 heures, ça a été vraiment très très long, éprouvant, elle n'était pas dans le bon sens. Ça a été dur, long. Je voulais faire sans péridurale, mais ils m'ont déclenché et ils m'ont dit vous êtes sûre, mais au Bluet, ils respectent. J'ai dit oui, je suis sûre. Allez-y, déclenchez-moi sans péridurale. J'ai tenu 2 heures. Wow, ouais, déjà bravo. En croyant que j'allais mourir. J'étais foudroyée au sol. Ouais. Et je voyais Aurélie me faire une bouillotte. Elle essayait de me faire une bouillotte. Elle s'est reprise à 3 fois parce que j'étais vraiment par terre. Et en plus, je marchais pour essayer de faciliter le travail. Donc, je marchais dans le couloir où on avait notre chambre et où il y avait déjà toutes les femmes qui avaient accouché. Donc, ils étaient dans un mode tout à fait différent. Tu vois, dans un autre mood, les filles. C'est ça. Et moi, j'étais là, ouah tu vois, j'avais trop mal, j'avais plus à prendre l'ascenseur. Je me revois devant l'ascenseur, appuyée et foudroyée de douleur. J'ai découvert ce jour-là le mot la douleur, ce que c'était. Il y avait une infirmière qui m'a mise dans un autre ascenseur pour les soignants, pour que ça sera mieux pour moi. J'y arrivais plus, quoi, tu vois. J'y arrivais plus du tout. Oui. Et j'ai demandé la péridurale, j'arrivais plus à faire le dos rond. Enfin, c'était affreux et c'était la libération de la péri. Tu m'étonnes. Voilà, donc je sais aujourd'hui que faut pas aller contre la nature quand déjà on fait une intervention humaine. Non, mais sur un déclenchement, ce n'est pas possible. Ce sont les mêmes contractions que sur la fin de l'accouchement. C'est horrible. Après, voilà. Le corps n'est pas prêt. Ah ouais, non mais en fait ils m'ont vraiment rompu la poche des os. Franchement, pour que ça déclenche. Oui, sur un déclenchement, et de la minute d'après, ça a doublé. Je voyais sur mon monitoring, les contractions énormes. Et, oui, puis t'as plus le liquide amniotique pour absorber la contraction. Ah non, mais là, il n'y avait plus rien. Là. Voilà, donc 2 heures. 2 heures d'enfer. Et après, voilà, mais là, on était le matin. J'ai eu la péri vers midi. Donc,
C'était encore un peu long. On a attendu, c'est de la tournée parce qu'elle était pas, encore une fois, pas positionnée dans le bon sens, elle descendait pas. Et je voyais petit à petit, j'étais fatiguée, je commençais un peu à partir, quoi. Et le monitoring d'Alma était pas super bon, ça ralentissait. Il y avait des équipes médicales qui arrivaient en trompe dans ma chambre pour me demander de mettre sur le côté, de l'autre côté. Aurélie a eu très peur. Bon, moi, j'étais pas là. Franchement, je n'avais pas conscience de ça, mais Aurélie a cru ce jour-là qu'elle allait nous perdre toutes les deux. Ouais. Et elle a eu vraiment peur. Et à un moment, ils arrivent dans ma chambre, ils me disent c'est maintenant, en fait. C'est maintenant. Et moi, j'ai une sorte de désespoir. Avant, je me suis dit, je ne vais jamais accoucher. Donc, ce qui est absurde. Hein. On est 3 jours après le terme. C'est complètement... Non, mais c'est normal. Et il y a un pauvre jeune homme qui n'avait rien demandé, qui est venu là changer le papier du monitoring. Et je lui ai dit, en fait, je vais pas accoucher. C'est une blague. Bon, voilà, ça sortira jamais. Hein, c'est ça. Et voilà. Je sais pas, ça devenait très très difficile. Et juste après cet épisode où le pauvre a dit si mais ça va aller, hein, ça va bien se passer. Les médecins arrivent et me disent c'est maintenant, va falloir y aller parce que là elle souffre trop, c'est compliqué. On va essayer de la tourner pendant que vous accouchez. On va certainement utiliser la ventouse. Faites de votre mieux et ça va aller. Et donc ça a été très très rapide. Je crois que j'ai poussé 3 fois et elle est sortie. Ils ont tiré comme des malades. Aurélie m'a dit que la médecin avait le pied sur le lit et tirait comme ça. T'as dû le sentir parce que moi je me souviens que j'avais senti quand ils avaient tiré, je trouvais ça dingue. J'ai l'impression de venir avec. Je l'ai senti après aussi. Hein. J'ai pas pu marcher pendant un mois après. Gardons des surprises pour la suite, mais ouais non, ça a été complexe. Et donc Alma est sortie dans un liquide teinté, elle avait souffert, elle était bleue. Et Aurélie, quand Alma est sortie, elle s'est dit, ça a duré 3 secondes, mais elle s'est dit, ah ouais, ça va être, tu vois, un peu, ça va être sympa, ça va être compliqué de, ah ouais, elle est bleue, quoi. Ouais, comment va-t-elle, quoi? Ouais, et puis, va falloir aimer cette petite chose, quoi. Ok. Ouais. Et ils l'ont posée sur moi furtivement, et ils l'ont emmenée très vite parce qu'il fallait l'aspirer, elle était pas très bien. Aurélie a suivi et elle est revenue avec cette petite fille dans ce linge-là qui allait mieux, qui avait repris des couleurs. Qui avait viré au rose. Ouais. Et elle allait bien. Ouais, elle allait bien, Alma allait bien et elle était née. Et quand Aurélie a dit elle s'appelle Alma aux infirmières, vraiment, tu sentais dans sa voix, enfin c'était sa fille. La fierté, ouais. Ah ouais, là ça y est. Autant le moment bleu de la naissance, c'est dire ça, c'est chaud quand même. Et là voilà. C'était fou. C'était génial. Bon, alors moi, après, s'ensuit encore des galères. Je romps pas le placenta, je perds 3 litres de sang. Voilà. Je m'évanouis. Tu étais clairement pas prête pour accoucher à ce moment-là. Enfin, c'est là où les déclenchements, des fois, on se dit... Ouais, c'était compliqué. Je me suis évanouie, donc Aurélie m'a raconté. Tu pars, hein, c'est normal. Ouais, c'était le moment de me lever. Et puis dans le couloir, j'ai vu les dames qui m'avaient accouchée et je leur faisais un signe de la main qu'elles ont pris pour un coucou, mais qui était en fait au secours, je vais tomber. Et elles m'ont ramenée du coup dans la chambre et j'ai repris mes esprits pendant qu'Aurélie habillait Alma, s'occupait d'elle. Elle l'avait en peau à peau sur elle et je la revois. C'était très attendrissant et tout le monde dans la salle vraiment profitait de ce moment, tu vois, Aurélie. Donc Alma a à peu près 20 minutes. Aurélie lui raconte toute son histoire. Donc bonjour Alma, tellement heureuse, ça fait tellement longtemps qu'on t'attend, tellement heureuse de te rencontrer aujourd'hui, que tu nous aies trouvés, tu vois. Et elle lui raconte tout, voilà, on voulait te faire venir dans mon ventre, mais ça marchait pas, voilà. Donc ça a commencé, nous, à 20 minutes de vie, et Alma qui la regardait avec des yeux tout ronds, qui écoutait, et c'était magique, quoi. C'était vraiment trop mignon. Et à un moment, elle s'est mise un peu pleurer, et on lui a chanté la chanson qu'on lui chantait toujours dans le ventre, et elle s'est apaisée tout de suite. Enfin, il y a eu un moment vraiment très magique de cette rencontre-là, et on trouvait ce bébé tellement beau. On s'est dit, mais waouh, on a tellement de chance, quoi. Elle est parfaite, et on dirait qu'elle est née il y a longtemps, elle est vraiment trop belle. Donc on l'a remis sur sa petit berceau. On sait même pas, pour la petite histoire, on sait même pas à quelle heure elle est née. Personne n'a regardé parce qu'il y avait une petite urgence vitale. Et on a inventé à quelques minutes près l'heure de sa naissance. Ah oui, les sages-femmes n'ont même pas regardé parce que d'habitude, c'est vraiment la première chose qu'elles font. Elles tournent la tête. Ouais. Pas là. Donc on s'est dit, allez, à la louche.
on va dire ça. Et là, c'était la nuit, on rentre dans notre chambre et elle a dormi dans mon lit et ils l'ont emmaillotée. Et parce que elle avait vraiment besoin de réconfort, ça a été compliqué. Elle avait sur la tête la trace de la ventouse, des Ouais. croûtes de ventouse en fait. Ça a été très douloureux pour elle. Et même le petit bonnet, c'était compliqué. Ça lui faisait très mal. Bah oui, bien Donc sûr. elle a dormi à côté de moi et j'entendais ces petits bruits de bouche, tu vois, toute la nuit. Voilà, donc c'était le début de l'aventure, Alma, Aurélie, Camille, quoi. Et c'était fou. C'était Mmh. fou et c'était l'aboutissement de tout d'une grande histoire, quoi. Tu vois, ça avait commencé en 2014, on était en 2019 et elle était là. Et on Ouais. était 3. Waouh. Ouais, c'est clair, 5 ans, pour la faire venir, mais en même temps, ça valait le Mmh. coup. Ouais, ouais, ça valait le coup et quand tu réfléchis et quand je suis un peu philosophe, bon, faut être très philosophe, on se dit quand Oui. même, cette histoire, tout ce parcours nous a mené à Alma et un autre parcours nous aurait pas amené à Alma et c'est Bien sûr. Alma, en fait, tu vois? C'est ça et Aurélie l'a dit, c'est Alma. Ouais, ah ouais, c'est Alma Dès la première écho, quoi. La et deuxième, pardon. et cette petite fille est enfin, est incroyable. Après, bon, tu sais, hein, quand c'est la nôtre, quand c'est C'est nos ça. enfants, là, mais c'est fou. J'aurais pas pu espérer, mieux que cette petite fille. Mmh. Donc tout ce parcours-là nous a menés à elle. Ça nous a aussi rapprochés en tant que couple parce que, alors soit ça casse et ça peut casser, hein, Ouais, clairement. soit ça renforce le couple, mais d'une manière incroyable. Donc ça, c'est fou. Moi, j'avais des choses inconscientes à régler en fait avec la maternité et cette fausse couche a déclenché. Alors c'était pas agréable et très violent, Mmh. mais ça a révélé des secrets de famille qui est un secret de famille en l'occurrence qui était ancré en moi et qui m'a permis de me débloquer de ça avec une thérapie d'1 an et demi. Et pour la petite histoire, donc je suis tombée enceinte en avril. En Mmh. avril 2018, je suis allée chez la psy, c'était la fin de la thérapie, je sentais qu'elle essayait de me pousser vers la sortie. Je voulais pas trop, mais elle me poussait. Et en fait, je lui ai dit, je suis enceinte. Elle m'a dit, bah, de toute façon, moi aussi. Elle me l'avait pas dit, en fait. Ça devait être Ouais, dur bien pour sûr. elle parce que j'étais la patiente qui n'aimait pas les femmes enceintes. Donc, Ouais. c'était compliqué. Je voyais bien qu'elle avait beaucoup de Ouais. châles sur elle de plus en plus. Je me disais qu'elle avait froid, tu vois. On a le 28 août, mais elle a froid. Non, je rigole. Et ça s'est fini comme ça. Bon, bah, D'accord. voilà, bonne grossesse. Et voilà, donc ça déjà, Ouais. c'était incroyable. J'étais Tu lui avais libérée fait la place, ouais, d'un tu lui avais fait la poids. place. J'avais réussi à faire naître un enfant dans mon ventre, Mmh mh. chose que je m'en croyais incapable. Mmh. Et donner la vie à Alma et de faire naître notre famille qu'on attendait depuis si longtemps et on avait réussi à la créer parce qu'on avait pendant le chemin, en fait, tu jamais sûr et c'est ça qui était le plus dur pour moi, c'est de pas savoir si et de pas savoir quand. Donc Ouais, si, alors tu peux, ça peut finir sans enfant, en fait bien sûr. et ne pas savoir quand. Parce que si on m'avait dit, «Dans 3 ans, le temps, tu auras un enfant, profite de ta vie et tu vas voir, ça va venir», voilà. Mais il y a cette incertitude qui, vraiment fait mal au cœur, de pas arriver à rebondir, de penser qu'à ça. Mmh. J'avais l'impression d'être dans une salle d'attente et qu'on m'appelait jamais et de voir tous les gens qui passaient devant moi, qui étaient Mmh. appelés, qui continuaient leur vie et que moi j'étais bloquée dans cette salle d'attente Ouais. et longtemps quoi. Ah Tu oui, vois? non, mais Tu as je vois l'impression que très, très vraiment bien, c'est bien imagé. tu vois, tu l'impression que ton rendez-vous il arrive pas et tu te demandes même si tu l'as pris quoi, si, s'il existe Ouais. et bah, il y a une porte qui s'est ouverte. Le rendez-vous était pris en fait, mais il était plus complexe que ce qu'on pensait et heureusement qu'on savait pas vers quoi on allait. Mmh. Mais il y avait ce truc-là de cet espoir et du miracle qui arrive, Ouais, qui peut arriver à tout moment et il suffit d'une fois. mais C'est c'est pas ça, parce que, tu as pas galéré que ça marche, il suffit d'une fois, c'est c'est comme maintenant. ça et ça marche. Ouais, c'est clair que c'est la difficulté, hein, j'appelle ça les montagnes russes de la PMA, mais je pense qu'on n'est pas enfin, je suis pas toute seule à le dire. C'est vraiment la difficulté dans la PMA, c'est que tu sais pas si et quand, comme tu le dis et tu sais tout court pas si et ça, c'est hyper dur parce que ton projet, ton bébé, il est là. Il est Mmh. déjà là, il est dans ta tête, ta famille, elle se construit dès que tu as envie d'avoir un enfant. Et le fait de ne pas forcément y arriver, c'est un autre deuil encore. C'est Mmh. vraiment, enfin moi je trouve ça,
admirable quand on arrive. Enfin, j'admire vraiment les personnes qui arrivent à faire ce deuil. C'est quelque chose dont je me sens moi incapable. Après, c'est un parcours. C'est un On y parcours. avait pensé aussi parce que on aurait pu cumuler vu qu'on était dans une loi assez sympathique. On s'est dit que ça aurait pu être un problème pour moi aussi et on avait envisagé ça, tu vois. Mais ce qui est dur aussi dans le parcours et on en parle beaucoup, mais le problème aussi c'est la vision que ont les autres de la PMA, la méconnaissance, les maladresses. De la fausse couche aussi, tu vois, Bien sûr. c'est hyper complexe parce que moi, quand il y a eu la fausse couche, je voulais qu'on me dise: «Oh ma pauvre, c'est dur» et on me disait souvent, alors soit on n'en parlait pas parce que c'était gênant, soit on me disait: «Ah bah ça va marcher, voilà, c'est arrivé à un tel», voilà. Donc on banalisait et j'avais l'impression qu'on essayait d'écraser ma douleur ou de faire comme si elle n'existait pas. Comme si c'était pas légitime, en fait, puisque c'était pas vraiment un bébé. Bien Et sûr. le pire, c'est quand on me demande à quel stade c'est arrivé. J'ai l'impression qu'on jauge ma douleur au niveau du stade, sauf que moi, je pense que ça marche pas du tout comme ça. Non. Euh, Ça marche pas du tout comme ça, clairement. non. Et là, c'est marrant parce que dans tout ce chemin d'entrepreneuriat qui a beaucoup, il y a beaucoup d'introspection dans l'entrepreneuriat. J'ai fait un test pour savoir comment je me situais émotionnellement, comment je fonctionnais. Et il y avait une question, quand vous plantez une graine de pommier, est-ce que vous voyez la graine ou le pommier et la pomme? Voilà. Moi, je vois la pomme, je la mange. Oui. Vraiment, j'ai une projection énorme, je suis enthousiaste très vite. Et voilà, à chaque fois qu'on faisait un essai, je savais que 9 mois plus tard, je me projetais, je me projetais les annonces, je me faisais un plaisir de leur dire ça y est, ça a marché. Voilà. Et non. Ouais. Et non, et ces montagnes russes-là sont très, très dures. Pour l'entourage, c'est compliqué. C'est très compliqué à comprendre. Tant qu'on n'est pas dedans, on peut pas savoir à quel point ça demande d'énergie et pas que d'énergie, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup d'argent. Ça nous a coûté à Bien peu sûr, près bien sûr. 30 000 euros, ce Ouais. parcours. On a dû vendre. Maintenant, on est très, très forte. On met beaucoup d'argent de côté grâce à ce parcours. Donc, merci le parcours. Parce que, voilà, on devait chaque mois sortir au moins 1 000 euros de ça, qui partait dans la PMA, dans cet espoir, dans ce parcours. Et donc, ça implique tellement de choses dans la vie quotidienne que c'est impensable. Et je ne jette pas la pierre à ceux qui l'ont pas vécu, parce que tu peux pas comprendre. Et moi-même, Non, tu peux avant pas. de vivre, je pense que j'avais des pensées non fondées, tu vois, Tu savais pas. Tu savais non, pas. voilà. Je pouvais pas imaginer à quel point ça pouvait impacter le quotidien, ça pouvait rendre fou. Et voilà. Mais faire quand même attention à ce qu'on dit aux gens qui vivent ça. Je pense qu'il faut essayer de s'intéresser et d'être dans le présent, dans ce qu'on vit dans le présent et pas projeter sur une fin forcément heureuse d'ailleurs ou autre, ou dire il y a l'adoption, qu'il y a un autre projet, enfin voilà. Éviter ce genre de choses, et juste écouter, accueillir et ça sera déjà très bien. Ouais, mais complètement. Juste ça. Enfin, déjà, être une épaule et point. Des fois, juste se taire, ça fait du bien. C'est ça. Et de ce projet, du coup, enfin, de ce bébé, est né ton projet, qui est arrivé donc l'année dernière, si je ne me trompe pas. Ouais, complètement. L'année dernière, en avril, j'ai quitté mon emploi chez Albin Michel. Donc, j'étais chez Albin Michel Jeunesse, j'avais changé d'équipe. Ouais, il y a plein de choses qui ont changé à l'arrivée d'Alma. Et j'ai eu envie de donner plus de sens à mon quotidien, à ma vie. Et ce projet, c'est fou parce que quand j'y réfléchis, il y a vraiment toute mon histoire dedans, tu vois. J'ai ce secret de famille qui s'est révélé, qui m'a vraiment donné l'importance de connaître son histoire, ses racines, ses origines. C'est important. Et cette petite fille qui est là, qui vit dans cette maison et qui a une bibliothèque dans laquelle aucun livre ne parle d'elle, aucun livre qui raconte vraiment son histoire. Donc bien sûr, il y a des livres, quelques livres qui mettent en scène de maman, mais c'est pas l'histoire d'Alma en fait. Alors que les enfants qui ont une histoire plus classique peuvent se retrouver dans plein de livres et comprendre leur histoire, ça devient naturel. Alors que nous, il n'y a pas de support, il n'y a rien, et
quand Alma elle avait 2 ans, 2 ans et demi, elle a dit, on lit beaucoup de livres à la maison, et elle disait, moi c'est pas pareil, moi c'est pas comme ça. Oui. Et ça m'a fait beaucoup de peine. Je me suis dit, c'est horrible en fait, de devoir raturer des trucs, de devoir changer les choses pour qu'elle se reconnaisse. Et parce que là, du coup, on lui envoie le signal qu'elle est en dessous une norme, qu'elle est à côté, mais un peu en dessous quand même. C'est pas une différence bien vue, c'est extraordinaire, mais un peu voilà. Et pour moi, ça c'est impensable. C'est pas du tout la vision que j'ai de notre famille, de toutes ces familles extraordinaires qui en plus créent leur famille à force d'amour énorme, tu vois. C'est ça, c'est clair. Et je trouvais ça franchement injuste. Et j'ai eu envie de me lancer dans un projet un peu fou qui est de raconter l'histoire de chaque enfant grâce à un livre personnalisé. Et je suis allée à la rencontre de 500 familles et c'était hyper intéressant 500 parce que familles, c'est énorme. moi, j'avais ma vision en tant que maman d'une petite fille qui a 2 mamans. Mais j'ai rencontré donc plein de familles, donc hétéro, homo, monoparentales, qui ont fait de la GPA, de la PMA, des enfants prématurés, on a plein d'histoires. Et je me suis rendu compte que Alma était loin d'être la seule à ne pas se reconnaître dans les livres. Les enfants prématurés peuvent se sentir qu'il y a une tare et ils comprennent pas pourquoi eux ils ont une histoire différente. La GPA n'en parlant pas, les dénis de grossesse, voilà, il y a plein d'histoires qui ne sont pas évoquées ou qui sont évoquées pour expliquer un peu à quel point ils sont extraordinaires et peut-être qu'on peut les envisager, tu vois, leur faire une petite place. Ils les adapter existent. un peu. Ouais. Mais j'étais pas convaincue par ce qu'il y avait sur le marché. J'ai l'impression que la plupart des livres qui mettent en scène des familles extraordinaires sont écrites par des familles ordinaires et Oui, c'est vrai pour qu'il y a les ça aussi. enfants ordinaires. Et ça essaie de justifier une différence et ça me gênait. Et moi, ce que je veux, c'est que chaque enfant ait un livre de son histoire, écrit avec beaucoup d'amour, de poésie, sans aucune rature, aucun fait à changer qui serait différent. Et alors toi, c'est pas pareil. Voilà, que ça soit son histoire. Et pour moi, c'est le début d'une inclusion sociétale. Parce qu'on peut pas inclure un enfant si déjà on le représente pas, en fait. Ça veut dire tellement de choses dans notre société que j'essaie de faire ma part des choses et c'est une brique et en tout cas je suis très heureuse qu'Alma ait pu savoir de son histoire qu'elle adore et ça permet après de créer un dialogue avec les parents, de vraiment échanger autour de ça et petit à petit répondre à plein de questions. Et c'est pas un tabou et elle a sa place dans la bibliothèque. Et ça, c'est hyper important. Oui. Et puis, elle peut raconter, elle, son histoire, elle la connaît. Alors, elle la connaît déjà, mais là, elle sait que, enfin, tu vois, elle a une légitimité rien qu'en étant dans une bibliothèque. Donc, aujourd'hui, elle peut dire à n'importe qui, regarde, ça, c'est mon histoire. Ouais, Elle est là complètement. et elle est reconnue. Et j'ai conçu ce projet comme je rêve le monde, c'est-à-dire que c'est un projet inclusif, mais vraiment inclusif. C'est pour tout le monde. Donc, de l'histoire la plus ordinaire à la plus extraordinaire. Et en fait, ce que je veux montrer, c'est que toutes les histoires sont extraordinaires. C'est ce que j'allais dire. Et y a-t-il une histoire ordinaire ? Non, je Non. crois pas. Non. On est d'accord. Aujourd'hui, à la bibliothèque de mon quartier, oui, mais dans les faits, non. Dans 70% des livres, oui. Ouais, plus que ça. Et un peu plus que ça, ouais. Ouais, et c'est ce que je veux montrer aussi, c'est de la sensibilisation très douce par la poésie. Voilà, c'est important. C'est important de montrer ça et c'est important que chaque enfant puisse connaître son histoire, même ceux qui se sont pas posé la question, que tout le monde puisse avoir ce livre-là. C'est un très très beau projet et franchement, je pense qu'il y a tellement à faire et il y a tellement d'histoires différentes que clairement, rien qu'avec ce projet-là, tout court, je pense que t'en as pour des années et des années. Ouais, et oui et non en fait, parce que la naissance, c'est à la fois, et c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle Bambadam. Alors c'est Alma qui a trouvé ce nom parce que c'est comme ça qu'elle dit que son cœur fait Bambadam quand il bat. C'est mignon. ce qu'elle entend, ouais. Et pour moi, c'est ce battement à la fois universel et unique, comme les naissances en fait. Chaque naissance est la naissance est universelle, on naît tous.
On a tous une histoire différente de naissance, mais différente. Voilà, donc c'est unique. On a vraiment chacun sa naissance. Aucune ne se ressemble, et c'est en ça qu'on se rassemble. Donc j'ai créé ce projet comme ça. J'ai écouté toutes les histoires, et à partir de toutes les histoires, j'ai créé une trame qui est personnalisable et déclinable, mais c'est une même trame, et on est dans un même moule. Et du coup, ça fonctionne. Ça permet d'avoir un livre qui raconte vraiment son histoire, avec la même trame de base, de départ. C'est très symbolique, hein, mais c'est important. Ce qui veut dire aussi que dans une fratrie, du coup, tu peux raconter l'histoire de chaque enfant de la fratrie sur la même trame. Donc, du coup, tout le monde est sur la même ligne, mais avec chaque histoire de chaque enfant. Alors, pour l'instant, dans cette première version, c'est un livre par enfant. Ouais. Et je fais très peu écho à la fratrie, parce que ça demande beaucoup de développement de dessin. Mais c'est un développement qui sera plus tard. Pour l'instant, qui sera fait plus tard. Pour l'instant, je me focalise sur l'histoire de l'enfant, et chaque enfant aura son histoire avec à la fin, évidemment, il rentre chez lui avec... ou il est déjà chez lui avec sa fratrie. Mais à terme, on pourra lier toutes ces histoires-là et faire une histoire beaucoup plus complexe. Faut commencer quelque part, donc je commence par là. Non mais c'est déjà énorme, et franchement, il y a de quoi faire, quoi. Clairement, il y a de quoi faire. Ouais, c'est un super projet. C'est un super projet, c'est clair. C'est un super projet, et je pense que, il faut que tu te fasses connaître. Clairement, il faut que tu diffuses, parce que vraiment, on le sent, on le sait que les choses elles commencent à bouger, mais on se rend surtout compte que nos enfants, ils ont besoin de cette représentation, et c'est maintenant, c'est pas plus tard, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et là, j'ai travaillé ça fait 1 an que je travaille sur le livre, et je vais lancer ma campagne Ulule là bientôt, au mois d'avril. Et je sens qu'il se passe déjà des choses, depuis 1 an, il se passe des choses incroyables autour de ce projet. Je vois une émulsion, je vois tous ces gens qui attendent, en fait. Je pense à une femme seule qui a eu des jumeaux, qui voudrait leur expliquer le don d'ovule, voilà, tout ça. Bah oui, et ça va être dans le livre, et ça arrive. Et j'ai hâte de cette campagne. J'ai hâte de voir aussi comment ce projet qui est né vraiment de toute cette histoire, de toute mon histoire, comment il va être reçu, perçu, et comment on va le faire évoluer ensemble, parce que c'est toutes ces familles aussi qui l'écrivent avec moi à partir de leur histoire. C'est vraiment très beau. Ouais, bien sûr. Ça me porte. Bien sûr, tu m'étonnes. Je te remercie vraiment beaucoup, Camille. Ton projet, et voilà, c'est lui qui m'a attirée, en fait. Je suis désolée, mais c'est ton projet. Et évidemment, quand j'ai découvert la personne derrière le projet, je me suis dit, mais tu agis autant que nous, voire plus. C'est génial ce que tu mets en place. Ça m'a énormément parlé, ça, et ça me touche, parce que mes filles, elles ont une histoire comme chaque enfant. Et aujourd'hui, c'est vrai que tu parlais de la prématurité tout à l'heure. Je leur en ai jamais parlé, ou très peu. Elles ont quasiment pas vu de photos, et parce que je n'ai pas de représentation, et qu'on nous dit qu'il faut pas montrer des photos de bébés avec des tuyaux dans le nez. Mais bon, c'est leur réalité. En tout cas, merci pour tout ce que tu fais. On peut te retrouver sur ton compte Instagram, donc c'est @bambadam.édition. Voilà, c'est ça. Édition avec un S, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà. Donc @bambadam.édition avec un S. Je le repréciserai évidemment au moment de la sortie de l'épisode. On pourra te retrouver aussi lors du lancement de ta campagne Ulule, donc en avril. Et moi, je repréciserai sur la publication de l'épisode et sur la story liée à l'épisode ton compte Instagram, pour qu'on puisse venir te retrouver. Merci. Je t'en prie. Écoute, je te dis à très bientôt. De toute manière, je vais suivre de très très près le lancement de ta campagne Ulule et la suite de ton aventure. Et puis encore, merci beaucoup pour tout. De rien. À très bientôt, Constance. À très bientôt. Salut. Vous l'aurez compris, cet épisode a été enregistré très en avance. Camille lance sa campagne Ulule la semaine prochaine pour soutenir Bambadam Édition. Vous pouvez vous rendre sur sa page Instagram @bambadam.édition avec un S. Vous pouvez aller découvrir le projet sur son site internet www.bam-badam.fr. Et surtout, je vous invite à aller découvrir rapidement les stories de son compte Instagram, dans lesquelles elle publie un making-of de la vidéo réalisée pour sa campagne Ulule. Camille a rencontré près de 500 familles qui lui ont raconté leur histoire pour qu'elle puisse établir un socle commun à chaque histoire.
Si cet épisode vous a plu, que le projet de Camille vous a plu, vous pouvez partager cet épisode pour le faire découvrir au plus grand nombre. Et moi, je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontsbien-podcast, pour échanger autour de cet épisode ou commencer de nouvelles discussions. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez le noter sur votre plateforme d'écoute, Spotify essentiellement, et vous pouvez le faire découvrir. Je vous retrouve lundi prochain pour une rediffusion du podcast Les enfants vont bien. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. I'll be right behind you, Josephine. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my